Avez-vous déjà ressenti cette douleur qui traverse non seulement le corps, mais l'âme? La douleur d'être trahi par celui à qui vous avez donné la vie. Ma voix tremblait tandis que moi, Mathilde Dubois, je tenais le téléphone, regardant l'écran de l'ordinateur avec le relevé bancaire ouvert. 70 000 €. Tout l'argent que j'avais économisé pendant des décennies pour une chirurgie qui pourrait me permettre de marcher à nouveau, transféré sur le compte de mon fils, Marcel. Le même fils que j'avais élevé seul dans les rues de Marseille après que mon mari nous ait abandonnés quand il n'avait que 5 ans. La pluie fine battait contre les fenêtres de mon appartement à Montmartre, créant un rythme mélancolique qui semblait accompagner les battements de ma douleur. Le ciel parisien, normalement si inspirant, était couvert de nuages gris, un reflet parfait de ce qui se passait en moi. J'ai serré mon poing contre ma poitrine, comme si je pouvais empêcher mon cœur de se briser davantage. C'était mercredi 15 avril. Une date que je n'oublierai jamais. Le jour où j'ai découvert que l'amour inconditionnel que j'avais consacré à mon fils pendant 45 ans n'était pas suffisant pour garantir son respect. Tout a commencé 3 mois plus tôt, quand j'ai finalement pris courage pour prendre rendez-vous avec le docteur Moreau, l'un des meilleurs chirurgiens orthopédiques de Paris. Après des décennies à coudre pour les grandes maisons de haute couture, mes doigts étaient déformés par l'arthrite, mais c'était la hanche qui me causait la pire douleur, une agonie constante qui m'accompagnait à chaque pas, me volant non seulement ma mobilité, mais aussi ma dignité. Madame Dubois, a dit le médecin, après avoir examiné les radiographies, la situation est grave, mais pas irréversible. Une prothèse totale de hanche pourrait restaurer jusqu'à 80% de votre mobilité. Avec une physiothérapie adéquate, vous pourriez à nouveau marcher sans canne, sans douleur. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'espoir. Et combien coûterait cette chirurgie, docteur? Quand il a mentionné le montant 70 000 € pour la procédure privée, 100 ans d'attente, mon cœur a coulé. C'était exactement la somme que j'avais économisée toute ma vie. Chaque centime soigneusement mis de côté, mois après mois, année après année. De l'argent qui serait ma sécurité dans la vieillesse, qui pourrait aider mon petit-fils avec ses études, qui serait mon héritage pour Marcel. Mais marcher sans douleur, pouvoir visiter le Louvre à nouveau sans avoir à m'arrêter tous les 10 mètres, me promener au jardin du Luxembourg sans dépendre d'un banc tous les quelques pas. La possibilité était trop tentante pour l'ignorer. Ce soir-là, j'ai appelé Marcel. Il a répondu d'une voix pressée, comme toujours. « Maman, je suis en réunion. Je peux te rappeler plus tard? » « C'est important, mon fils, ai-je insisté, sachant que « plus tard » signifiait souvent des jours d'attente. Je lui ai parlé de la consultation, de la possibilité de la chirurgie, de l'espoir de retrouver mon indépendance. J'ai parlé du coût, de ma décision d'utiliser les économies d'une vie. Le silence à l'autre bout de la ligne aurait dû m'alerter. « Maman, c'est beaucoup d'argent, a-t-il finalement répondu, avec ce ton condescendant qu'il avait adopté depuis son mariage avec Isabelle. Es-tu sûr que ça vaut la peine à 70 ans? Je veux dire, combien de temps de plus? Il n'a pas terminé sa phrase, mais le sens était clair. Combien de temps de plus vivras-tu pour justifier cette dépense? Je comprends ton inquiétude, ai-je répondu, avalant le nœud dans ma gorge. Mais les médecins disent que je peux vivre encore 15, 20 ans. Et j'aimerais vivre ces années en pouvant visiter mon petit-fils sans avoir besoin que quelqu'un me porte dans les escaliers. Bien, réfléchis calmement, a-t-il répondu, sa voix déjà distante. Je dois retourner à ma réunion maintenant. On passe te voir dimanche pour le déjeuner, d'accord? Ils ne sont pas venus dimanche. Une urgence au travail, a expliqué Marcel par message, quelques minutes avant l'heure convenue. J'avais déjà préparé un cassoulet, son plat préféré depuis l'enfance. Les semaines suivantes ont été remplies de plus de consultations, de préparatifs pour la chirurgie, d'espoir. La date a été fixée, le 10 juin. Dans moins de 2 mois, je pourrais commencer une nouvelle phase de ma vie, libre de la douleur constante qui était devenue ma compagne indésirable. La semaine dernière, Marcel est apparu de façon inattendue à mon appartement. Il était plus élégant que jamais,
dans un costume qui coûtait certainement plus que ce que je gagnais en 3 mois comme couturière. Il apportait un bouquet de lys mes fleurs préférées. Quelle agréable surprise, ai-je souri, l'embrassant sur les joues. J'étais dans le quartier, a-t-il expliqué, regardant autour de l'appartement avec cette expression légèrement gênée qu'il adoptait toujours en me rendant visite. Comme si mon petit appartement, avec ses meubles simples et quelques antiquités de famille, était un rappel inconfortable de ses origines. Nous avons pris le thé. Nous avons parlé de choses triviales, le temps, son travail, le petit Antoine, mon petit-fils de 8 ans que je voyais rarement. Et comment se passent les préparatifs pour la chirurgie, a-t-il finalement demandé. Je lui ai parlé des examens préopératoires, du physiothérapeute qui avait déjà recommandé des exercices pour après la procédure. J'ai parlé de l'espoir, des plans pour quand je pourrais marcher sans douleur. Tu sais, maman, a-t-il dit, tournant la tasse entre ses doigts, j'ai réfléchi, es-tu sûre de cette procédure? C'est très invasif. Et l'argent, 70 000 €, c'est pratiquement tout ce que tu as. C'est pour cela que j'ai économisé toute ma vie, Marcel. Pour pouvoir vieillir avec dignité. Il a acquiescé, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une ombre, une hésitation qui aurait dû m'alerter. Hier, j'ai reçu un appel de la banque. Une vérification de routine, ont-ils dit. Ils avaient remarqué un mouvement inhabituel sur mon compte. Un transfert de 70 000 € vers un compte au nom de Marcel Dubois. Était-ce autorisé? Mon monde s'est effondré. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone. C'était là le transfert effectué ce matin-là. Tout l'argent pour ma chirurgie, toutes mes économies, tout ce que je possédais à part ce petit appartement. J'ai immédiatement appelé Marcel. L'appel est allé sur la messagerie vocale. J'ai essayé à nouveau. Et encore. J'ai envoyé des messages désespérés. Silence absolu. À 19 h, alors que j'envisageais déjà d'aller à la police, j'ai reçu un message. Maman, je sais que tu es contrariée, mais c'est juste un prêt. Les parents d'Isabelle ont toujours rêvé d'un voyage à Hawaï, et je voulais faire ça pour eux. Ils fêtent leurs 50 ans de mariage, et n'ont jamais quitté l'Europe. Je te rembourserai, je promets. Le vol part demain à 10 h. On en parlera à notre retour. J'ai lu le message 1, 2, 3 fois. Chaque mot était comme un coup de poignard. Un prêt? Il avait retiré tout l'argent de mon compte, sans ma permission, pour emmener les parents d'Isabelle à Hawaï? Ces mêmes beaux-parents qui n'avaient jamais caché leur mépris pour moi, qui se référaient à moi comme la couturière, ou la vieille, quand ils pensaient que je ne pouvais pas les entendre. Les larmes brouillaient ma vision tandis que j'essayais de répondre. Mes doigts, déformés par l'arthrite après des décennies à coudre pour que Marcel puisse avoir le meilleur, tremblaient tellement que je pouvais à peine taper. Comment as-tu pu? C'était l'argent pour ma chirurgie. Tout ce que j'ai économisé dans ma vie. La réponse est venue presque immédiatement. C'est juste pour 2 semaines, maman. Les billets sont déjà achetés, l'hôtel réservé. Je ne peux pas annuler maintenant. Ce serait humiliant. Je te rembourserai dès notre retour. La chirurgie peut attendre un peu plus, non? Après tout, tu as déjà attendu si longtemps. C'est alors que j'ai réalisé qu'il n'avait jamais eu l'intention de me rendre l'argent. Ou s'il en avait l'intention, ce serait en petites tranches, sur des années. Des années que, à 70 ans et avec une santé fragile, je n'aurais peut-être pas. La douleur dans ma hanche s'est intensifiée, comme si mon corps répondait au coup émotionnel. Je me suis appuyé sur ma canne et j'ai marché lentement jusqu'à la commode ancienne, où je gardais des documents importants. Au fond du tiroir se trouvaient les papiers du compte joint que Marcel et moi avions maintenus depuis qu'il avait commencé à travailler, à 18 ans. Pour les urgences, avais-je insisté à l'époque. Un compte qu'il utilisait rarement, préférant ses propres comptes et cartes premium. Mais auquel j'avais encore un accès complet. Les mains tremblantes, j'ai appelé la banque. Oui, a confirmé le conseiller, la carte internationale liée au compte joint était active. Oui,
il y avait une réservation récente des billets pour 4 personnes pour Honolulu, d'une valeur de 8 500 €, plus des réservations d'hôtels totalisant 12 000 €. J'aimerais vérifier tous les achats récents, s'il vous plaît. Le conseiller a énuméré, dîner dans des restaurants étoilés, achats dans des boutiques de luxe, une montre de luxe. Marcel dépensait comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mon lendemain. Un calme étrange s'est emparé de moi. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'aimerais geler cette carte, s'il vous plaît. Immédiatement. Certainement, madame. Y a-t-il un problème? Une fraude, peut-être? Oui, ai-je répondu, la voix étonnamment ferme. Exactement cela. Une fraude. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel restait gris. Paris s'étendait au-delà de ma fenêtre, indifférente aux petits drames humains qui se déroulaient dans ces milliers d'appartements. J'ai pris mon téléphone et envoyé un dernier message à Marcel. Quand tu voles ta propre mère, les conséquences arrivent avant même que tu ne décolles. J'ai éteint le téléphone et l'ai posé sur la table. Je savais qu'il essaierait d'appeler, de supplier, de menacer. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis des décennies, je ne serais pas disponible pour résoudre les problèmes de Marcel. J'ai regardé la photo sur l'étagère lui à 8 ans, souriant avec ses dents de devant manquantes, me serrant fort dans ses bras après avoir gagné un concours scolaire de mathématiques. Où était ce garçon aimant? À quel moment s'était-il transformé en cet homme qui n'hésitait pas à voler l'avenir de sa propre mère? Les questions tournaient dans mon esprit tandis que la nuit avançait. Je n'ai pas pu dormir. La douleur à la hanche était presque insupportable, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, ce n'était pas la douleur physique qui me tenait éveillé. C'était une douleur plus profonde, plus fondamentale, la douleur d'une mère trahie par le fils pour qui elle avait tout sacrifié. À 5 heures du matin, quand le ciel commençait à s'éclaircir au-dessus des toits de Paris, j'ai pris une décision. Ce serait la dernière fois que Marcel me blesserait. La dernière fois qu'il me traiterait comme un distributeur automatique, comme un obstacle dans sa vie parfaite, comme un rappel gênant de ses origines modestes. Pour la première fois de toute ma vie, je mettrais mes besoins avant les siens. Et si cela signifiait qu'il perdrait le respect de ses beaux-parents, qu'il affronterait l'embarras d'avoir ses cartes refusées à l'aéroport, qu'il devrait expliquer pourquoi il ne pouvait plus embarquer pour Hawaï, qu'il en soit ainsi. 70 ans, c'est assez long pour apprendre que certains amours ont besoin de limites. Même peut-être surtout l'amour d'une mère. Vous pensez déjà connaître mon histoire, n'est-ce pas? Une vieille femme trahie par son fils ingrat. Mais il y a bien plus derrière les larmes que j'ai versées cette nuit-là. Bien plus que vous ne l'imaginez. Continuez avec moi, et je vous promets que vous comprendrez pourquoi cette histoire ne concerne pas seulement de l'argent volé, mais le prix que nous payons pour les sacrifices que nous faisons par amour. Et comment, parfois, l'amour peut être le plus grand des pièges. Le téléphone a sonné à 5h43 du matin. J'étais assise dans le fauteuil du salon, observant l'aube parisienne par la fenêtre. Je n'avais pas dormi. L'écran affichait le nom de Marcel. Comment as-tu pu? Sa voix débordait d'indignation. Nous sommes à l'aéroport, la carte a été refusée, je ne peux pas payer l'hôtel, les parents d'Isabelle sont furieux. Comment j'ai pu? Ma voix est sortie calme, presque méconnaissable même pour moi. Tu as volé l'argent de ma chirurgie, Marcel. 70 000 € que j'ai économisés centime par centime pendant 20 ans. J'allais te les rendre. C'était juste un prêt temporaire. Sans me demander? Sans ma permission? Cela porte un nom, mon fils. Cela s'appelle un vol. Le silence à l'autre bout de la ligne a été coupé par la voix stridente d'une femme, ma belle-fille, Isabelle. Donne-moi ce téléphone, a-t-elle exigé. Madame Dubois, vous n'avez pas honte? Mes parents sont ici à l'aéroport, humiliés. Tout était préparé, et maintenant ça? À cause d'un argent que vous n'allez même pas utiliser. Franchement, à votre âge. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur.
d'une étrange sensation de pouvoir que je n'avais pas éprouvée depuis des décennies. J'ai regardé la photo sur l'étagère, moi et Marcel devant Notre-Dame, lui à 10 ans, souriant avec ses dents de devant mon compte. Je me suis souvenu de ce jour, j'avais économisé pendant des mois pour l'emmener à Paris, pour lui montrer qu'il existait un monde au-delà des ruelles étroites de Marseille. Notre histoire a commencé sur les quais de Marseille, où j'ai grandi comme fille d'un docker et d'une lavandière. J'ai rencontré Henri à 19 ans, lui, un jeune étudiant en économie avec de grands rêves, moi, une fille d'origine modeste qui cousait pour aider à la maison. Nous sommes tombés follement amoureux. Quand je suis tombée enceinte de Marcel, nous nous sommes mariés, contre la volonté de ses parents, qui ne voyaient en moi qu'une fille pauvre sans avenir. Les premières années ont été difficiles, mais heureuses. Henri a trouvé un emploi dans une banque, nous avons loué un petit appartement près du port. Marcel est né en bonne santé, avec les yeux bleus de son père et mon sourire. Pendant 5 ans, nous avons vécu comme une famille. Jusqu'à ce qu'un jour, je rentre du marché pour trouver l'appartement vide. Henri était parti, emportant nos économies et ne laissant qu'une note, « Je ne suis pas né pour cette vie ». J'ai découvert plus tard qu'il s'était enfui avec la fille du directeur de la banque où il travaillait. En Suisse, pour une vie que Marcel et moi ne pourrions jamais lui offrir. Seul, avec un fils de 5 ans et sans argent, je suis retourné dans la petite chambre au fond de la maison de mes parents. J'ai trouvé un travail comme couturière dans une usine de vêtements. Le salaire était misérable, mais suffisant pour nourrir Marcel et payer ses livres scolaires. Il a toujours été brillant. Depuis tout petit, il dévorait les livres, apprenait avec facilité, rêvait grand. Quand son instituteur de l'école primaire a suggéré qu'il avait le potentiel pour une meilleure école, j'ai travaillé 2 fois plus. J'ai obtenu une place pour lui dans un collège privé grâce à une bourse partielle, et je cousais jusqu'à l'aube pour payer le reste. Je n'oublierai jamais le jour où Marcel, à 12 ans, est revenu de l'école en pleurant. Les autres enfants s'étaient moqués de ses vêtements rapiécés, de ses chaussures usées. « Pourquoi sommes-nous pauvres, maman ?» a-t-il demandé, les yeux pleins de larmes. Cette nuit-là, je me suis juré que je ferais tout, absolument tout pour que mon fils n'ait plus jamais honte de ses origines. À 14 ans, Marcel a gagné un concours national de mathématiques. Le prix incluait une bourse pour un internat prestigieux à Lyon. C'était la première fois que nous nous séparions. Le confier aux soins de l'école était comme arracher un morceau de mon cœur, mais je savais que c'était sa seule chance d'échapper à la pauvreté qui avait défini ma vie. J'ai déménagé à Lyon aussi, louant une minuscule chambre près de l'école. J'ai trouvé un emploi dans un atelier qui faisait des vêtements pour des boutiques de luxe. J'ai commencé à apprendre le métier plus raffiné de la haute couture. Je rendais visite à Marcel le dimanche, quand c'était permis. Il grandissait, devenait plus indépendant, plus distant. Quand il est entré à l'université à Paris, à 18 ans, avec une autre bourse d'études, je l'ai suivi à nouveau. Paris, la ville des lumières, des opportunités. J'ai trouvé du travail dans une petite maison de haute couture. Mes doigts, déjà calleux après des années de travail, ont appris à broder des perles sur des robes qui coûtaient plus que ce que je gagnais en un an. Marcel étudiait la gestion à HEC Paris, l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses de France. Je vivais dans une chambre de bonne au grenier d'un vieil immeuble, sans chauffage adéquat, pour pouvoir être près de lui. Pour pouvoir payer les livres dont il avait besoin, les vêtements qui lui permettraient d'être accepté par ses camarades riches, les petits luxes qui cachaient ses origines modestes. À 22 ans, il a obtenu son diplôme avec les honneurs. J'étais là, dans le public, portant la seule belle robe que je possédais faite de mes propres mains. Quand ils ont appelé son nom, les larmes ont coulé sur mon visage. Il avait réussi. Mon fils, le fils d'une couturière, maintenant un homme éduqué, avec un avenir, avec des possibilités que je n'ai jamais eues. Ce même jour, il m'a présenté une jeune femme, Isabelle. Belle, élégante, fille d'un chirurgien et d'une avocate. La façon dont elle me regardait, comme si j'étais une curiosité, un obstacle à tolérer, aurait dû m'alerter. Mais j'étais si heureuse pour Marcel, si fière, que j'ai ignoré les signes.
Il a trouvé un emploi dans une entreprise de marketing, avec un salaire que je n'aurais jamais pu imaginer. Bientôt, il habitait dans un élégant appartement dans le 16e arrondissement. Quand il m'invitait à lui rendre visite, je remarquais comme il devenait tendu quand je parlais, avec mon accent marseillais encore fort, ou quand il remarquait mes manières simples à table. À 28 ans, Marcel s'est marié avec Isabelle. Ses parents ont payé une cérémonie luxueuse dans un château aux environs de Paris. J'ai économisé pendant des mois pour acheter une robe appropriée. Pendant la réception, j'ai entendu la mère d'Isabelle commenter avec une amie, sa mère, pittoresque, n'est-ce pas? Imaginez, une couturière. Mais l'important, c'est qu'il ait surmonté ses origines. Surmonter ses origines. Comme si j'étais une maladie dont il s'était guéri. Au fil des ans, les visites de Marcel sont devenues de plus en plus rares. Il y avait toujours une excuse: travail, voyage, engagement avec la famille d'Isabelle. Quand un petit enfant naissait, je devais supplier pour le voir. Isabelle trouvait toujours une raison pour annuler ma visite à la dernière minute. Pour mon 60e anniversaire, Marcel m'a fait un cadeau, un petit appartement à Montmartre. Pour que tu n'aies plus besoin de travailler, maman, a-t-il dit. L'appartement était à son nom, pas au mien. C'est plus simple comme ça, pour des raisons fiscales, a-t-il expliqué. J'ai accepté avec gratitude, bien sûr. Mon corps ne supportait plus les longues heures courbées sur des tissus délicats. L'arthrite commençait à déformer mes doigts, la douleur à la hanche devenait constante. J'ai pris ma retraite de l'atelier, vivant d'une petite pension et de l'argent que j'avais économisé tout au long de ma vie. C'est dans cet appartement qu'à 65 ans, je suis tombé et me suis fracturé la hanche. La chirurgie d'urgence n'a pas été suffisante. L'arthrite a progressé, la douleur est devenue ma compagne constante. Les médecins ont suggéré une prothèse totale de hanche, une procédure coûteuse que le système de santé publique ne couvrirait que partiellement, avec une liste d'attente de plusieurs années. Marcel m'a rendu visite à l'hôpital. Il a promis d'aider. Mais quand je suis rentré à la maison, les visites ont diminué à nouveau. Les appels étaient brefs, pressés. Quand j'ai mentionné la chirurgie et la liste d'attente, il a dit que je devrais être patiente. À ce stade de la vie, maman, peut-être vaut-il mieux accepter certaines limitations. Limitations. Comme si la douleur qui m'empêchait de marcher plus de 100 mètres, qui me réveillait toutes les nuits, n'était qu'un inconvénient que je devrais accepter gracieusement. C'est alors que j'ai décidé d'utiliser mes économies. Toute ma vie, j'ai gardé ce que je pouvais. Pour les urgences, pour la vieillesse, pour aider Marcel s'il en avait besoin. 70 000 €, économisés euro par euro, pendant des décennies de travail acharné. Suffisant pour la chirurgie dans une clinique privée, sans attente. Suffisant pour me donner quelques années de mobilité, d'indépendance, de dignité. Et maintenant, j'étais là, regardant le relevé bancaire vide, le message froid de mon fils, expliquant qu'il avait emprunté mon argent pour emmener ses beaux-parents qui n'ont jamais caché leur mépris pour moi pour un voyage de luxe à Hawaï. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était Marcel. Maman, sois raisonnable, sa voix sonnait exaspérée. Je ne peux pas annuler le voyage maintenant. Les parents d'Isabelle sont ici à l'aéroport. C'est un embarras énorme. Et ma chirurgie, ai-je demandé, la voix étonnamment ferme. Nous pouvons en parler quand je reviendrai. Peut-être y a-t-il d'autres options. Peut-être peux-tu attendre un peu plus pour la liste du système public. Combien de temps, Marcel? Combien de temps une femme de 70 ans doit-elle attendre pour marcher sans douleur? Maman, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. Combien de temps penses-tu que je serai encore en vie, mon fils? Le silence à l'autre bout de la ligne disait tout. Débloque la carte, maman. C'est juste pour 2 semaines. Quand nous reviendrons, nous résoudrons cela. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à toutes les nuits que j'avais passées éveillée, à coudre pour qu'il puisse avoir des vêtements décents pour l'école. J'ai pensé aux repas que j'ai sautés pour qu'il puisse bien manger. Aux hivers où j'ai eu froid pour pouvoir acheter ses livres.
Non, ai-je simplement répondu. Quoi? Je ne débloquerai pas la carte. Je ne donnerai plus d'argent. Pas cette fois. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix a monté d'une octave. Nous sommes à l'aéroport. Les bagages enregistrés. Les parents d'Isabelle. Les parents d'Isabelle peuvent payer leur propre voyage. Ou tu peux le faire. Avec ton argent, pas le mien. C'est une vengeance? C'est ça? Parce que nous ne te rendons jamais assez visite? Parce qu'Isabelle et toi ne vous entendez pas? Tu me punis parce que j'ai une vie meilleure que la tienne? Chaque mot était comme un couteau. Mais, pour la première fois, la douleur ne m'a pas paralysée. Elle m'a fortifiée. Non, Marcel. Ce n'est pas une vengeance. C'est une conséquence. Tu m'as volé. Maintenant, tu en affrontes les conséquences. Tu vas le regretter, a-t-il sifflé. Quand tu auras besoin de moi. J'ai toujours eu besoin de toi, ai-je interrompu. Pendant des années. Et où étais-tu? J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais mon cœur était étrangement calme. Comme après une tempête dévastatrice, quand tout est détruit, mais finalement silencieux. J'ai pris ma canne et j'ai marché lentement jusqu'à la fenêtre. Paris s'éveillait, indifférente aux petits drames humains qui se déroulaient dans ces milliers d'appartements. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré sans essayer de retenir mes larmes. 3 jours se sont écoulés sans nouvelles de Marcel. Le silence qui avait envahi mon appartement était presque tangible, comme si l'air lui-même était chargé du poids de la trahison et des décisions irrévocables. Les heures s'étiraient avec la lenteur d'une agonie persistante, chaque minute amplifiée par le tic-tac de la vieille horloge murale qui avait appartenu à mon père. Pendant ces jours, j'ai erré dans les pièces de mon petit appartement comme un fantôme, alternant entre des moments de conviction féroce et d'autres de doute déchirant. Parfois, je saisissais le téléphone, les doigts déjà prêts à composer le numéro de Marcel, pour demander s'ils allaient bien, s'ils avaient réussi à contourner le problème des cartes annulées, s'ils avaient trouvé une autre façon de voyager. Mais je reculais toujours avant de compléter l'appel. Des décennies d'habitude placer ses besoins au-dessus des miens luttaient contre la détermination nouvellement découverte de me valoriser. Au matin du 4e jour, alors que je préparais ma tisane, un rituel que je maintenais depuis mon enfance à Marseille, la sonnette a retenti avec une insistance qui m'a fait sursauter. Personne ne me rendait visite sans prévenir, sauf... M'appuyant sur ma canne, je me suis traîné jusqu'à la porte et j'ai regardé à travers le judas. Le visage d'Isabelle, tordu en un masque d'indignation, remplissait le petit cercle de verre. Elle était seule, sans Marcel. Mon cœur s'est accéléré. J'ai hésité un moment, la main sur la poignée, envisageant de feindre l'absence. Mais 70 ans à affronter les difficultés ne me permettraient pas de me cacher maintenant. J'ai ouvert la porte. « Où est Marcel ?» ai-je immédiatement demandé, remarquant sa tenue impeccable, un tailleur Chanel qui coûtait probablement plus que 3 mois de mon loyer. « Chez mes parents » a-t-elle répondu sèchement, entrant sans y être invitée, comme si l'appartement lui appartenait. Ses talons au loup-boutin, j'ai reconnu la caractéristique semelle rouge, claquait contre le parquet comme de petits marteaux de juge annonçant une sentence. Je suis venu chercher l'argent. J'ai fermé la porte lentement, sentant le poids de la canne dans ma main. La douleur à la hanche semblait s'intensifier en sa présence, comme si mon corps réagissait physiquement à la menace. Quel argent, Isabelle? Elle a levé les yeux au ciel, parfaitement maquillée, en jetant son sac Hermès, un autre symbole d'ostentation que mon fils ne pouvait pas vraiment se permettre sur mon canapé usé. Le contraste entre l'objet de luxe et mon mobilier simple semblait crier les mondes différents que nous habitions. Ne faites pas l'idiote, Mathilde. L'argent que vous nous devez. 70 000 €. Nous avons dû annuler notre voyage, perdre les réservations, expliquer à mes parents pourquoi nous ne pouvions plus y aller. C'était humiliant. Ces mots m'ont frappé comme de petites pierres lancées contre une fenêtre. Ce n'était pas l'agressivité qui me surprenait, j'avais réalisé depuis longtemps qu'Isabelle me méprisait.
C'était la complète inversion de la réalité, la distorsion des faits pour créer un scénario où j'étais la méchante. L'argent que Marcel m'a volé, vous voulez dire, ai-je répondu, gardant ma voix calme, malgré la tempête émotionnelle dans mon fort intérieur. Elle a lâché un rire artificiel, ce genre de son que les gens font quand ils veulent démontrer leur supériorité, pas une véritable amusement. Voler ? S'il vous plaît. C'est son fils unique. Éventuellement, tout ceci, elle a fait un geste englobant mon modeste appartement, les murs au papier peint décoloré, les meubles anciens, les photographies encadrées, lui reviendra de toute façon. Quelle est la différence s'il l'utilise maintenant ou plus tard ? J'ai senti mon visage chauffer, le sang montant aux joues avec une indignation que je n'avais pas ressentie depuis des années. La prémisse était si absurde, si profondément offensante, que pendant un moment je suis restée sans voix. L'idée que, parce que j'étais âgée, mes biens ne m'appartenaient plus vraiment, que mon fils y avait droit alors que j'étais encore en vie, était une cruauté déguisée en logique. La différence, Isabelle, ai-je finalement réussi à dire, serrant la canne si fort que mes doigts me faisaient mal, c'est que je suis encore vivante. Et j'ai besoin de cet argent pour une chirurgie. Elle s'est assise, croisant élégamment les jambes. Sa robe coûtait probablement plus que ce que je dépensais en un an pour tous mes besoins. Elle a regardé autour d'elle avec cette expression de léger dégoût qu'elle adoptait toujours dans ma maison, comme si le simple fait de respirer le même air que moi était un immense sacrifice. Une chirurgie à 70 ans ? Elle a secoué la tête, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant particulièrement lent. Soyez réaliste. Ça vaut la peine de dépenser tout cet argent, pourquoi ? Pour gagner quoi ? Quelques années de plus à traîner cette canne ? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. C'était exactement ce que Marcel avait dit, presque avec les mêmes mots. J'ai réalisé, avec un serrement au cœur, combien mon fils avait changé. Ou peut-être combien il me cachait. Peut-être que ce mépris pour mon existence, pour ma dignité, n'était pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qu'il avait toujours ressenti et qui se manifestait seulement maintenant ouvertement. J'ai regardé la petite étagère où je gardais mes livres préférés, des volumes usés de Simone de Beauvoir, Albert Camus, Marguerite Duras, des auteurs que j'avais découverts durant les nuits solitaires après avoir mis Marcel au lit, quand je travaillais comme couturière à domicile pour compléter mes revenus. Des livres qui m'avaient appris sur la dignité, sur l'existence, sur la valeur intrinsèque de chaque être humain, indépendamment de l'âge ou de la condition. Les médecins ont dit que je pourrais récupérer jusqu'à 80% de mobilité avec la nouvelle prothèse, ai-je répondu, gardant ma voix ferme, sans montrer à quel point ces mots m'avaient blessé. Je pourrais marcher sans douleur. Sans canne, peut-être. Et après ? Vous ferez quoi avec cette nouvelle mobilité ? Courir un marathon ? Elle a ri de sa propre plaisanterie, comme si elle avait dit quelque chose d'extraordinairement spirituel. Soyons pratiques. Marcel et moi avons des projets. Une maison à la campagne. École privée pour les enfants. Des choses importantes pour l'avenir de la famille. Je suis de la famille, ai-je répondu, sentant ma gorge se serrer, ma voix presque défaillante. Isabelle m'a regardé avec quelque chose proche de la pitié, ce genre de compassion fausse qui cache le mépris, comme un poison emballé dans du papier cadeau. Vous êtes le passé, Mathilde. Un passé que, franchement, Marcel préférerait oublier. Toutes ces histoires de pauvreté, de sacrifice. Savez-vous comme c'est embarrassant pour lui quand mes parents posent des questions sur sa famille ? Sur son éducation ? Chaque mot était une petite mort. Un coup sûr à tout ce que je croyais, à chaque sacrifice que j'avais fait. J'ai imaginé Marcel, mon petit garçon, honteux de moi, de notre histoire, de tout ce que nous avions vécu ensemble. Honteux de la mère qui avait travaillé jusqu'à ce que ses doigts saignent pour qu'il puisse avoir une meilleure éducation, de meilleurs vêtements, une chance d'échapper à la pauvreté qui avait défini ma propre vie. Un souvenir, soudain et vivace, a traversé mon esprit, Marcel à 9 ans, rentrant de l'école avec son pantalon déchiré et sa lèvre coupée. Les enfants riches s'étaient moqués de ses chaussures usées, l'appelant « fils de la couturière ». Il avait pleuré dans mes bras ce soir-là, et je m'étais promis que je ferais n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour qu'il n'ait plus jamais honte de ses origines.
Avais-je échoué si complètement qu'à 45 ans, non seulement il avait honte, mais essayait activement d'effacer son passé, comme s'il s'agissait d'une tâche dans sa biographie? Il vous a envoyé ici, ai-je demandé, soudainement fatigué, comme si le poids de toutes ces révélations était physique, une charge concrète sur mes épaules déjà courbées par l'âge et l'arthrite. Non, a-t-elle admis, ajustant la manche de sa veste d'un geste étudié. Il ne sait pas que je suis ici. Il est dévasté, vous savez? Je ne l'ai jamais vu aussi blessé. Il croyait vraiment que vous le soutiendriez, que vous comprendriez l'importance d'impressionner mes parents. Avec l'argent de ma chirurgie. Avec un prêt, s'est-elle exclamée, impatiente, les narines légèrement dilatées, le seul signe visible que sa façade de sophistication contrôlée commençait à se fissurer. Qu'il vous rembourserait, éventuellement. Quand? Comment? J'ai secoué la tête, réalisant la déconnexion complète avec la réalité qu'Isabelle et apparemment Marcel démontraient. Avec son salaire et les dépenses que vous avez? Avec la maison à la campagne que vous planifiez? Isabelle s'est levée, visiblement irritée. Son parfum coûteux, j'ai reconnu Chanel numéro 5, le même que ma patronne utilisait quand j'étais couturière pour une maison de haute couture, semblait suffocant dans le petit espace du salon. C'est donc ça? Vous allez maintenir cette position? Détruire la relation avec votre fils unique à cause de l'argent? La simplicité de la question, le manque total de compréhension de ce qui était vraiment en jeu, m'a presque fait rire. Comment expliquer à cette femme qui n'avait jamais connu le besoin, qui n'avait jamais compté les centimes pour acheter du pain, qui n'avait jamais choisi entre payer le loyer ou acheter des médicaments, que ce n'était pas une question d'argent? Ce n'est pas une question d'argent, ai-je répondu, sentant un calme étrange m'envelopper, comme si finalement, à 70 ans, j'étais parvenu à une clarté qui m'avait échappé pendant des décennies. C'est une question de respect. De reconnaître que je suis encore une personne, Isabelle. Pas un distributeur automatique. Pas un obstacle. Une personne avec droit à la dignité. Elle a pris son sac, l'ajustant sur son épaule d'un geste brusque qui trahissait son irritation. Pendant un moment, j'ai vu une fissure dans son masque de sophistication, la véritable Isabelle guettant à travers la façade soigneusement construite. Vous allez le regretter. Quand vous aurez besoin de lui et vous en aurez besoin, croyez-moi, il ne sera pas là. Pas après ça. J'ai marché lentement jusqu'à la porte, m'appuyant lourdement sur ma canne. Chaque pas était une petite agonie, un rappel de la chirurgie que j'aurais pu avoir sans la trahison de Marcel. J'ai ouvert la porte d'un mouvement délibérément lent. Il n'a jamais été là, Isabelle. Je ne m'en suis simplement pas rendu compte jusqu'à maintenant. Son expression a vacillé un moment surprise, peut-être même un éclair de compréhension. Mais elle s'est vite ressaisie, a relevé le menton et est sortie sans un mot de plus, ses talons hauts résonnant dans le couloir comme le tic-tac d'une horloge marquant la fin d'une époque. Après son départ, le silence est revenu dans l'appartement, plus lourd qu'avant. Je me suis assise lourdement sur le canapé, épuisée comme si j'avais couru un marathon. J'ai pris le cadre photo avec la photo de Marcel enfant, les cheveux blonds ébouriffés, les yeux bleus brillants, le sourire confiant qui me faisait toujours fondre. Ses petits bras autour de mon cou, le visage barbouillé de chocolat. C'était son 7e anniversaire, et j'avais économisé pendant des mois pour acheter ce petit gâteau et une boîte de crayons de couleur qu'il désirait tant. Quand je serai grand, avait-il dit ce jour-là, j'achèterai une grande maison pour nous, maman. Avec un jardin et beaucoup de fleurs. Et tu n'auras plus jamais besoin de travailler. J'ai souri en me souvenant, traçant le contour de son visage d'enfant à travers le verre du cadre. Le garçon qui avait fait cette promesse existait-il encore quelque part? Ou avait-il été complètement remplacé par l'homme qu'Isabelle avait décrit, quelqu'un qui avait honte de ses origines, qui considérait sa propre mère comme un fardeau, un obstacle, une source d'embarras? Le téléphone a sonné, interrompant mes réflexions. C'était un numéro inconnu. Pendant un moment, j'ai envisagé de ne pas répondre. J'étais émotionnellement épuisé après la confrontation avec Isabelle. Mais quelque chose, peut-être un pressentiment, peut-être simplement l'habitude de décennies d'être toujours disponible, m'a fait prendre l'appareil.
Madame Dubois? Une voix masculine, professionnelle, avec ce ton légèrement formel des médecins et des avocats. C'est le docteur Laurent, de l'hôpital Saint-Antoine. J'appelle au sujet de votre demande pour la chirurgie de prothèse de hanche. J'ai retenu ma respiration, mon cœur s'accélérant. Je m'étais inscrite sur la liste d'attente du système public il y a presque 2 ans, sans grand espoir. Les files d'attente étaient notoirement longues, surtout pour les patients âgés, qui étaient souvent traités comme une priorité basse. Une place s'est libérée la semaine prochaine, suite à une annulation. Je sais que vous étiez sur la liste d'attente privée, mais j'ai vu votre cas et j'ai pensé que vous pourriez être intéressé par l'option du système public. Le temps de récupération est le même, et nous avons une nouvelle technique avec d'excellents résultats. J'ai senti des larmes dans mes yeux, l'émotion serrant ma gorge. C'était comme si l'univers m'envoyait un signal, une confirmation que ma décision d'enfin établir des limites avait été correcte. La chirurgie serait entièrement couverte, ai-je demandé, la voix tremblant légèrement, osant à peine croire à cette chance inattendue. Oui, madame. Complètement couverte. Nous aurons juste besoin de quelques examens préopératoires, que nous pouvons faire cette semaine encore. Et la liste d'attente? Comment ai-je obtenu une place si rapidement? Il y a eu une brève pause à l'autre bout de la ligne. Pour être franc, madame, j'ai revu votre cas après une chirurgie annulée. Vos radiographies montrent une dégénérescence significative. Franchement, quelqu'un avec votre niveau de douleur aurait dû être opéré il y a des années. Il a hésité à nouveau. De plus, votre dossier mentionne que vous êtes veuve, vivez seule, et avez une mobilité sévèrement limitée. Ce sont des facteurs que nous prenons en compte pour prioriser les cas. L'ironie ne m'a pas échappé. Les mêmes facteurs que Marcel et Isabelle voyaient comme des raisons de dévaloriser ma vie, mon âge, ma solitude, mes limitations physiques étaient vues par ce médecin inconnu comme des raisons de prioriser ma dignité et mon confort. Quand aurait lieu la chirurgie exactement, ai-je demandé, l'esprit déjà calculant les préparatifs nécessaires. Mardi prochain, si vous pouvez venir pour les examens préopératoires demain. Vous aurez aussi besoin de quelqu'un pour venir vous chercher après la chirurgie et vous aider pendant la récupération initiale. Avez-vous un membre de la famille qui pourrait vous assister? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Famille. Marcel était mon seul parent vivant. Le même Marcel qui avait volé mes économies, qui avait honte de moi, qui ne me pardonnerait probablement jamais d'avoir ruiné ses plans d'impressionner ses beaux-parents. Oui, ai-je menti, sans hésitation. J'ai quelqu'un qui peut m'aider. Quand j'ai raccroché, je suis resté à regarder le téléphone dans ma main, comme s'il s'agissait d'un objet magique. Une chance. Une opportunité que je n'attendais pas. La possibilité de libération de la douleur constante qui était devenue ma compagne indésirable ces dernières années. J'ai pensé à appeler Marcel, lui annoncer la nouvelle. Pendant un bref moment, j'ai imaginé une réconciliation lui, repentant, s'offrant pour prendre soin de moi pendant la récupération. Une chance de reconstruire notre relation sur de nouvelles bases, d'honnêteté et de respect mutuel. Mais ensuite je me suis souvenu des paroles d'Isabelle, si cruelles, si révélatrices. Vous êtes le passé. Et j'ai réalisé qu'elle avait peut-être partiellement raison. J'étais le passé de Marcel, un passé qu'il préférait oublier, cacher, surmonter. Mais je n'étais pas seulement le passé. J'étais toujours là. Encore vivante. Encore avec droit à un avenir aussi court soit-il. Un avenir qui, pour la première fois en décennies, serait défini par mes propres choix, pas par les attentes ou les besoins de mon fils. J'ai laissé le téléphone de côté et j'ai pris ma canne. Avec effort, je me suis levée et j'ai marché jusqu'au petit bureau dans le coin du salon, un meuble ancien qui avait appartenu à ma mère, l'un des rares objets que j'avais apportés de Marseille quand nous avions déménagé à Paris. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti un bloc de papier et un stylo. Pendant un moment, je suis resté immobile, le stylo suspendu au-dessus du papier blanc. Que dire au fils qui m'avait trahi? Comment mettre en mots des décennies d'amour, de sacrifice, de déception, finalement, de libération?
Cher Marcel, ai-je commencé à écrire, les mots coulant comme s'ils avaient attendu des années ce moment. Les larmes ont commencé à couler, tachant le papier, mais j'ai continué à écrire. Ce serait la lettre la plus importante que j'ai jamais écrite, pas seulement pour Marcel, mais pour moi-même. Une déclaration d'indépendance. Un manifeste de dignité. Et peut-être, si j'étais très chanceuse, un pont vers un nouveau type de relation non pas basé sur l'obligation ou la culpabilité, mais sur le respect mutuel. Alors que l'après-midi avançait, se transformant en soirée, les pages s'accumulaient. L'histoire complète pas seulement les sacrifices, mais aussi les erreurs. Pas seulement l'amour inconditionnel, mais aussi la façon dont cet amour, dans son intensité aveugle, avait peut-être étouffé au lieu de libérer. Pas seulement ce que j'avais donné à Marcel, mais aussi ce que, sans m'en rendre compte, je lui avais pris la chance de développer de la résilience, de valoriser ses origines, de comprendre le vrai sens de la dignité. Quand j'ai terminé, il était déjà plus de minuit. J'ai soigneusement plié les pages et les ai placées dans une enveloppe. Demain, je trouverai un moyen de les lui faire parvenir. Non pas pour supplier une réconciliation, ni pour induire de la culpabilité, mais comme un témoignage. Comme une explication. Comme une invitation à, peut-être, recommencer non pas comme mère et fils piégés dans des rôles prédéfinis, mais comme deux adultes capables de choisir librement de maintenir une relation basée sur le respect mutuel. Tandis que je me préparais à dormir, j'ai remarqué que la douleur à la hanche, toujours présente, semblait moins intense ce soir-là. C'était peut-être simplement l'effet de l'adrénaline après la confrontation avec Isabelle et la nouvelle inattendue de la chirurgie. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond, comme si l'acte d'enfin établir des limites, d'affirmer ma dignité, avait commencé à guérir non seulement mon âme, mais aussi mon corps. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis endormi rapidement, sans avoir besoin des pilules contre la douleur qui était devenue ma routine nocturne. Et j'ai rêvé non pas du passé, des années de lutte et de sacrifice, mais de l'avenir. Un avenir où je marchais sans canne dans les jardins du Luxembourg, le soleil de Paris réchauffant mon visage. Un avenir qui, grâce à mon propre courage, n'était peut-être pas seulement un rêve, mais une possibilité réelle. 6 mois se sont écoulés depuis la chirurgie. L'automne est arrivé à Paris, peignant les jardins du Luxembourg de tons dorés et rubis. Je marchais lentement dans l'une des allées, sans canne, sentant le faible soleil de l'après-midi réchauffer mon visage. La récupération avait été difficile. Des semaines de physiothérapie douloureuse, de petites victoires quotidiennes, me lever seul du lit, faire quelques pas sans soutien, monter une marche. Mais chaque victoire, aussi minime soit-elle, m'apportait une joie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Marcel n'a jamais répondu à ma lettre. Il n'est jamais venu me voir à l'hôpital. Il n'a jamais appelé pour savoir comment s'était passée la chirurgie que, ironiquement, j'ai finalement obtenue par le système public, ce même système qu'il m'avait suggéré d'attendre patiemment. Pendant ces mois de récupération, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Sur ma vie, mes choix, les sacrifices que j'ai faits. Sur l'amour, ce sentiment complexe qui peut tant élever que détruire. J'ai appris à vivre avec le silence de mon fils. Ça faisait mal, bien sûr. Une douleur différente de la physique, plus profonde, plus persistante. Mais j'apprenais à vivre avec, tout comme j'avais appris à vivre avec tant d'autres douleurs au cours de ma vie. Je me suis assise sur un banc, observant les enfants jouer dans l'aire de jeu proche. Leur rire me rappelait Marcel petit, son énergie inépuisable, sa curiosité vorace. Même dans les moments les plus difficiles, son sourire avait été ma lumière, ma raison de continuer. C'est alors que je l'ai vu. Marcel se tenait à quelques mètres de distance, m'observant. Il portait un manteau élégant, les cheveux légèrement grisonnants aux tempes. Il semblait plus vieux, plus fatigué qu'il y a 6 mois. Nos regards se sont croisés. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. Puis, lentement, il a marché dans ma direction. Il s'est assis à côté de moi sur le banc, maintenant une distance respectueuse. « Maman » a-t-il dit simplement. « Marcel » ai-je répondu, le cœur battant. Silence.
Les sons du parc remplissaient l'espace entre nous, enfants riant, oiseaux chantant, feuilles sèches bruissant sous les pas des passants. « Comment as-tu su où me trouver ?» ai-je finalement demandé. « Je passe par ici tous les après-midi, ces dernières semaines, a-t-il admis. La voisine, Madame Fournier, m'a dit que tu avais l'habitude de marcher dans le parc maintenant. » J'ai acquiescé. Madame Fournier, la gentille dame de l'appartement d'Aix-en-Grave-Côté, qui m'avait tant aidé pendant ma convalescence. « Tu marches sans canne » a-t-il observé, avec un ton que je n'ai pas réussi à déchiffrer. « L'opération a été un succès » ai-je répondu. « Par le système public, finalement. » Il a baissé les yeux. « J'ai su ça. Madame Fournier me l'a dit. J'aurais dû être là. » « Oui, tu aurais dû. » Un autre silence. Marcel jouait nerveusement avec son alliance. « Isabelle et moi nous sommes séparés » a-t-il dit soudainement. Je l'ai regardé, surprise. « Je suis désolée. » Il a haussé les épaules. « Moi aussi, d'une certaine façon. Mais je me sens aussi soulagée. » Que s'est-il passé? Marcel a soupiré profondément. Beaucoup de choses. Tout, en fait. Après ce jour à l'aéroport, quelque chose a changé. Comme si je m'étais réveillée d'un long rêve. Ou cauchemar. Il a fait une pause. Ta lettre aussi. La lettre que j'avais écrite cet après-midi-là, après la visite d'Isabelle. Une lettre où, pour la première fois, j'avais tout dit à Marcel. Pas seulement les sacrifices, les nuits blanches, les repas sautés. Mais aussi les erreurs, les décisions mal avisées, l'amour qui, dans son intensité, a peut-être étouffé au lieu de libérer. Tu l'as lu, ai-je murmuré. Plusieurs fois a-t-il admis. Je n'ai jamais su, jamais vraiment compris. Sa voix s'est brisée. Tu ne pouvais pas savoir, ai-je répondu doucement. Je ne t'ai jamais raconté. Je voulais te protéger. Je voulais que tu n'aies que le meilleur. Que tu ne sentes jamais le poids de notre histoire. Et je suis devenu exactement le genre de personne que tu craignais que je sois, a-t-il complété, avec amertume dans la voix. Quelqu'un qui a honte de ses racines. Qui s'éloigne de sa propre mère pour impressionner des gens qui ne se sont jamais vraiment souciés de lui. J'ai regardé mon fils, cet homme que je reconnaissais à peine, mais qui portait encore dans ses traits le garçon que j'avais tant aimé. Tu étais si petit quand ton père nous a quittés, ai-je dit, sentant le poids des souvenirs. Je me suis promis que tu ne souffrirais jamais, que tu ne manquerais jamais de rien. Peut-être que ça a été ma plus grande erreur. Comment ça? Je t'ai trop protégé. J'ai caché les difficultés, les luttes. Quand les enfants se moquaient de toi à l'école, j'ai travaillé plus pour t'acheter de meilleurs vêtements, au lieu de t'apprendre à être fier de qui nous étions, peu importe ce que nous avions. Marcel est resté silencieux, absorbant mes paroles. Après avoir lu ta lettre, a-t-il finalement dit, j'ai passé des semaines à réfléchir. À me souvenir. À réaliser combien tu avais sacrifié. Et comment ai-je rendu l'appareil? Il a passé sa main sur son visage, comme s'il essayait d'effacer quelque chose. En te volant. En te traitant comme un embarras. Un inconvénient. Tu essayais d'appartenir à un monde qu'on t'avait promis, ai-je répondu. Un monde que j'ai moi-même aidé à construire autour de toi. Mais à quel prix, maman? Ses yeux ont rencontré les miens, pleins de douleur et de regrets. Quand Isabelle et moi nous sommes disputés après l'incident de l'aéroport, elle a dit des choses sur toi, sur notre famille, et pour la première fois, je ne suis pas resté silencieux. Je n'ai pas acquiescé silencieusement. Je t'ai défendu. Je nous ai défendus. Et ce fut le début de la fin, ai-je conclu. Il a acquiescé. J'ai réalisé que j'avais construit ma vie sur un mensonge. Un mariage avec une femme qui méprisait mes origines. Des amitiés basées sur qui je prétendais être, pas sur qui je suis réellement. Un travail où je vends des choses dont personne n'a besoin à des gens qui ont trop d'argent. Une feuille jaune est tombée lentement, se posant entre nous sur le banc. Marcel l'a prise, la faisant tourner entre ses doigts. J'ai démissionné, a-t-il dit brusquement. Quoi,
me suis-je exclamé, alarmé. Mais ton travail, ta carrière. Je commence quelque chose de nouveau. Une agence de marketing social. Aider les petites entreprises, les organisations à but non lucratif. Utiliser ce que j'ai appris pour faire une réelle différence. Je l'ai regardé, surprise par la détermination dans sa voix. Et l'argent? A-t-il continué, hésitant. Les 70 000 euros. Je les ai récupérés. Comment? J'ai vendu la voiture. Quelques actions. Une montre ridiculement chère qu'Isabelle avait insisté pour que j'achète. Il a légèrement souri. Tout est de nouveau sur ton compte. Vérifie. J'ai secoué la tête, sentant les larmes se former. Tu n'avais pas besoin, Marcel. L'opération a déjà été faite. Ce n'est pas seulement pour l'opération, a-t-il insisté. C'est pour tout. Un début. Une façon de dire que je suis désolé. Que je veux réparer les choses entre nous, si tu me donnes une chance. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage. J'ai tendu la main, touchant le visage de mon fils, maintenant un homme, mais toujours mon petit garçon. Il y aura toujours une chance pour toi, Marcel. Toujours. Il a tenu ma main contre son visage, fermant les yeux. Quand il les a rouverts, ils étaient aussi embués. Il y a autre chose, a-t-il dit, la voix étranglée. J'ai acheté un billet pour Marseille. Pour nous deux. J'ai pensé que peut-être que nous pourrions visiter l'ancien quartier. L'endroit où nous avons commencé. Où tu m'as élevé. J'ai senti mon cœur s'élargir dans ma poitrine. J'aimerais beaucoup cela, ai-je répondu. À ce moment, assise sur un banc de parc à Paris, avec les feuilles dorées tombant autour de nous, j'ai compris une vérité fondamentale, l'amour véritable, imparfait, humain ne suit jamais une ligne droite. Il dévie, trébuche, parfois se perd complètement. Mais s'il est authentique, il trouve toujours son chemin de retour. Marcel et moi avions encore beaucoup à reconstruire. Beaucoup de conversations difficiles à venir. Beaucoup de blessures à guérir. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti de l'espoir. Un espoir aussi tangible que mes pas sans canne, aussi réel que la main de mon fils tenant la mienne. Je me suis levé du banc, sans aide, sans douleur. Marcel s'est levé aussi, offrant son bras, non par nécessité, mais par connexion. Rentrons à la maison, a-t-il dit. Nous avons beaucoup de temps à rattraper. Nous avons marché ensemble le long de l'allée dorée, mère et fils, passé et futur, unis à nouveau. Et pendant que nous marchions, j'ai réalisé que certains voyages n'ont pas de fin, seulement de nouveaux commencements. Quand je réfléchis à tout ce qui s'est passé, je réalise que geler cette carte était plus qu'un acte d'autopréservation. C'était un réveil pour moi et pour Marcel. Parfois, l'amour le plus profond ne réside pas dans les sacrifices silencieux que nous faisons pour nos enfants, mais dans le courage d'établir des limites, d'exiger le respect, de leur montrer que notre valeur ne diminue pas avec l'âge ou les circonstances. Si vous êtes mère, père, ou toute personne qui a déjà aimé inconditionnellement, vous comprenez que le véritable amour signifie aussi permettre à ceux que nous aimons d'affronter les conséquences de leur choix. Cela signifie ne pas disparaître pour qu'ils puissent briller, mais briller avec eux. Aujourd'hui, à 71 ans, je marche sans canne dans les rues de Paris. Je visite régulièrement Marseille avec Marcel, qui gère maintenant sa petite agence, et dans les entreprises locales et les organisations communautaires. Il a trouvé un nouveau but, une nouvelle forme de succès qui ne se mesure pas à la taille du compte bancaire ou au code postal. Les 70 000 euros? Ils restent intacts sur mon compte. Marcel a insisté pour que je les garde. Pour les urgences, a-t-il dit, avec un sourire ironique, faisant écho à mes propres mots d'il y a des décennies. Mais nous savons tous deux que le véritable trésor que nous avons récupéré ne peut pas être mesuré en euros. Quant à Isabelle et ses parents, j'ai entendu dire qu'ils ont finalement fait leur voyage à Hawaï. Avec leur propre argent, cette fois. Je leur souhaite le meilleur, sincèrement. Nous essayons tous simplement de trouver notre place dans ce monde compliqué.
S'il y a une leçon que j'ai apprise à travers tout cela, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour guérir, pour changer, pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour élever la voix, pour exiger le respect, pour rappeler au monde et à nous-mêmes que nous restons pertinents, précieux et dignes de considération. Et quant à ce moment décisif, quand j'ai gelé la carte de mon fils 2 heures avant le vol, je ne le regrette pas. C'était le moment où j'ai récupéré non seulement mon argent, mais ma dignité. Et, ironiquement, c'était aussi le moment où j'ai commencé à récupérer mon fils. Parfois, l'acte le plus courageux que nous puissions faire pour ceux que nous aimons n'est pas de tout sacrifier pour eux, mais de leur montrer, par nos actions, le véritable sens du respect, de l'intégrité et de l'amour. Et cela n'a pas de prix. Après avoir partagé mon histoire avec vous, je me demande combien d'entre vous ont vécu une situation similaire. Cette douleur silencieuse quand nos propres enfants nous traitent comme si notre temps était déjà passé, comme si notre dignité n'avait plus d'importance. Je sais que je ne suis pas seule. À 71 ans, j'ai appris que notre valeur ne diminue pas avec l'âge, et que poser des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû dire « non » à quelqu'un que vous aimez profondément? Comment avez-vous trouvé la force? Si mon histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous pouvons nous rappeler que nos vies, nos histoires, nos cœurs, restent précieux, à tout âge. Chaque abonnement aide à diffuser ce message à d'autres qui en ont peut-être désespérément besoin aujourd'hui. C'est en nous tenant debout, ensemble, que nous retrouvons notre dignité.